Alors voilà, je suis Violaine de Clercq, je suis psychologue, je suis bruxelloise, donc j'habite en Belgique et je suis psychothérapeute en analyse bioénergétique depuis très jeune en fait. J'y suis arrivée par le fait que j'ai traversé une crise personnelle alors que j'étais aux études en psycho et que j'avais, je pense, 24 ans, quelque chose du genre, ou 23, et que j'ai vécu une crise personnelle assez grave, assez lourde, et j'ai cherché de l'aide du côté de la psychothérapie et j'ai tout de suite rencontré une thérapie psychocorporelle, donc celle qui s'appelle l'analyse bioénergétique, que j'ai d'abord vécue comme patiente d'abord, et puis comme je faisais les études de psycho, ben voilà, ça a déclenché une vocation en moi de me dire que puisque j'avais moi-même traversé quelque chose de positif, je pourrais le transmettre. Et voilà, depuis lors, ben, j'y suis restée, j'ai une pratique en planning familial pendant une quarantaine d'années avec des psys de toutes sortes. Donc, j'ai une expérience professionnelle assez ouverte sur d'autres formes de psychothérapie actuelles et humaniste. Voilà. Et dans le décours de ma profession, ben, j'ai évolué vers devenir formatrice moi-même. Et maintenant que j'aborde, on va dire, une phase de vie professionnelle, on va dire, pas vraiment de fin de carrière, mais quand même, je sens la passion et l'urgence de transmettre une expérience et aussi une connaissance de tout ce courant psychocorporel, puisque j'ai commencé ma formation dans les années 80, on se trouve en 2020 et donc j'ai aussi vu des grandes évolutions. Donc voilà, je trouve ça passionnant, je voudrais transmettre ça et voilà, j'ai dit. Oui. Et donc moi je me présente, Claudia Hucros. Je suis psychologue également. J'ai d'abord fait la psychologie expérimentale dans mes études, mais j'ai commencé la psycho avec l'idée de travailler auprès des gens aussi par le corps. C'était une image comme ça un peu irrationnelle que j'avais et j'ai quand même choisi la psycho plutôt que la kinésithérapie ou la médecine. Et ce n'est que plus tard que ap- quelques années après la psycho-expérimentale que je me suis intéressée pour moi-même d'abord aussi à une thérapie corporelle. Et j'étais aux États-Unis, j'ai fait une thérapie néo-reichienne. Donc ça a commencé à me mettre en contact avec ma manière de fonctionner, ma structure. Et donc ça m'a beaucoup parlé, ça m'a permis de faire des changements, notamment celui de ne pas continuer un doctorat. Et puis et de faire une famille, hein, que j'ai commencé à peu près à ce moment-là. Voilà. Ensuite, quand je suis revenue en Belgique, j'ai encore un peu travaillé dans la recherche. Et puis j'ai commencé à travailler à la police fédérale dans le milieu des années 90. Et à ce moment-là, j'ai aussi commencé ma formation à l'analyse bioénergétique. Et donc, j'ai un peu mené de front tout un engagement et un travail, une formation dans tout ce qui est thérapie des traumas. Je me formais à ça en même temps que je me formais à l'analyse bioénergétique. Voilà, donc par la suite, je suis devenue diplômée de l'Institut international de bioénergie. Je m'y suis assez investie aussi parce que comme je parle trois langues, parce que je suis biculturelle, je parle le français, l'espagnol et l'anglais, ben j'aime bien les contacts et voilà, donc j'ai à un certain moment donné quand même passé du temps aussi dans la communauté internationale que je connais assez bien, tout comme Violaine, puisque elle est formatrice internationale. Et puis, voilà, je me suis aussi passionnée dans la transmission, comme je connaissais pas mal aussi en neurosciences et en psychocorporel. J'ai enseigné et j'enseigne encore dans des écoles qui sont des écoles plutôt de type pluriréférentiel ou de psychothérapie intégrative, comme le CIFP en France où j'ai été. Et puis là maintenant, j'enseigne aussi en psychologie énergétique. Pas la psychologie énergétique, mais je donne cet apport du point de vue corporel aux personnes en formation.
parce que c'est important, dans le cadre d'une formation à la psychothérapie, de pouvoir vraiment prendre conscience de comment notre caractère se construit, mais aussi est imprimé à l'intérieur de nous. Parce que finalement, notre corps, quand je dis corps, c'est le corps dans sa globalité, ça implique aussi l'émotionnel et le psychisme. Ce corps, c'est lui, c'est un outil, il reçoit des informations et nous devons les ressentir, les comprendre. Et quand nous sommes dans un système défensif où il y a des parties de nous qu'on ne veut pas voir ou avec lesquelles on a du mal, du coup, on a beaucoup plus de mal à être à l'écoute de ce qui se passe. Voilà, c'était pour mon introduction. Alors, je vais commencer par faire le lien entre analyse bioénergétique et intégration psychocorporelle, parce qu'on a mis beaucoup en avant donc, ce programme de 2 ans qu'on appelle intégration psychocorporelle. Et alors, Barbara, la question, pourquoi ce terme-là? Alors, pour moi, le terme d'intégration psychocorporelle, c'est la nouvelle façon d'exprimer et de dire ce que on sait depuis Wilhelm Reich. Donc, ça, c'est par rapport à Virginie. Peut-être ici, je fais un petit encart. Je donne des cours à la Haute École Vinci. Il y a un programme de thérapie humaniste dans lequel je donne le cours sur l'analyse bioénergétique, qui est très expérientiel, mais qui est aussi historique, etc. Donc, dans la formation, il y aura des données vraiment de comprendre tout le développement de ce concept, mais ce qui est à la base de l'approche psychocorporelle en Europe, c'est ce concept que corps et esprit sont des parties de nous-mêmes qui sont intrinsèquement reliées l'un à l'autre, et même plus que ça, que dans une partie de nous et de nous-mêmes, elles ne sont pas séparées. Alors, Reich, il a appelé ça d'un nom un peu particulier qui s'appelle l'identité fonctionnelle du corps et de l'esprit. Donc ça, c'est un concept de base donné par Wilhelm Reich en 1930, alors qu'il était psychanalyste. Et il est à l'origine de à peu près une grosse majorité d'approches psychocorporelles, puisqu'il est le premier à avoir énoncé. Alors pour moi, intégration psychocorporelle, c'est une nouvelle façon, on va dire, de dire la même chose, c'est-à-dire que effectivement, il y a ce lien profond entre corps et esprit, et en particulier, qu'est-ce qui, dans nos expériences, incarne ou réalise cette intégration psychocorporelle? Ce sont les émotions. Les émotions qui sont justement la chose sur laquelle on va dire, ou les phénomènes sur lesquels en analyse bioénergétique, il y a une considérable expérience de comment les émotions sont des autorégulations qui nous sont nécessaires pour notre équilibre et qu'il faut soutenir pour qu'elles puissent faire ce pourquoi elles existent. Mais si, ça c'est le lien avec la bioénergie, et c'est un peu, on va dire, sa patte, c'est qu'on travaille dans le corps pour rejoindre l'émotionnel. Et l'émotion, en fait, constitue l'intégration psychocorporelle dans le sens où une émotion, c'est une vue un peu de l'esprit de séparer 3 dimensions. Elle a une dimension corporelle, hein, une émotion est un phénomène vraiment corporel. Il y a du muscle qui bouge quand on pleure, il y a des larmes qui coulent, il y a des spasmes dans le ventre, il y a des sanglots. Hein. Donc il y a un événement corporel. Hein. Il y a du muscle, du fascia, il y a des hormones qui bougent, enfin il y a tout un phénomène corporel. Et puis il y a un phénomène, on va dire, mental, dans le sens où il y a souvent relié à du ressenti, à ce phénomène corporel, des pensées, des images, on se dit des choses, il y a parfois des souvenirs. Voilà, il y a une dimension de représentation, hein, de mots,
Et puis la troisième dimension de toutes les émotions, c'est que c'est un phénomène relationnel. Il est relationnel dans le sens où, vous savez, tout le monde sait ces choses-là, hein, c'est si quelqu'un est triste et se met à pleurer tout près de nous, son émotion, on va la comprendre immédiatement. On sait qu'elle est triste, on ne sait pas pourquoi, mais il y a une compréhension immédiate qui est universelle d'ailleurs, hein. Même si les émotions sont régulées dans les cultures, le fait même d'éprouver de la tristesse va produire des choses entièrement similaires. Donc il y a une communication hein, dans les émotions. Il y a aussi le fait que euh, le ressenti émotionnel a souvent un objet relationnel. Pas exclusivement, mais il a souvent un objet relationnel. Et la troisième chose, c'est que une émotion est communicative. C'est pas que de la communication, hein, ça exprime, ça communique quelque chose, c'est un langage, une forme de langage, mais c'est aussi communicative dans le sens où une émotion, eh bien, elle est, j'ai oublié le mot, comme les virus là qui sont Contagieuse, contagieux, voilà, elle se propage. contagieux. Hein. Par exemple, rire, ça on a plus l'habitude que quand quelqu'un se met à rire, un bon rire franc, ben, tout le monde risque de se mettre à rire. On a moins l'habitude quand quelqu'un pleure abondamment de pleurer avec. Et pourtant, ça serait, je pense, une bonne chose. Et je crois même que c'est pour ça qu'on fait des enterrements en principe, c'est pour pleurer ensemble, parce qu'effectivement, pleurer ensemble, c'est à la fois un support pour la tristesse qu'on éprouve, hein, et en même temps, ça permet de se relâcher en confiance et en sécurité en étant dans un groupe, hein, le lien est toujours sécurisant. Donc voilà, elles sont contagieuses et malheureusement, je pense que de nos jours, et c'est une des raisons qui nous pousse, Claudia et moi, à lancer cette formation, il y a beaucoup de méconnaissances au sujet des émotions et de peur et de frein. Nous avions posé, Claudia et moi, la question pour attirer un peu des professionnels ici. Que faites-vous face à une patiente ou quelqu'un que vous aidez qui se mettrait à pleurer très fort ou qui aurait une émotion intense? Comment gérez-vous aussi éventuellement une lourdeur que vous ressentez après avoir écouté quelqu'un qui vit des choses dramatiques? C'était un peu pour accrocher, mais aussi pour annoncer quelque chose de tout à fait fondamental, c'est que j'ai fait un saut ici, attention, je parlais de l'émotion et du fait qu'elle est contagieuse, que pour faire face, faire face à ces émotions intenses suppose quelque chose de personnel. Ce n'est pas une question de technique, ce n'est pas une question de savoir-faire, c'est vraiment une question de savoir-être. Être une personne qui sécurise, qui accompagne dans l'émotionnel, sans avoir besoin de le réduire, mais qui peut aussi repérer quand la personne est peut-être débordée et que c'est trop pour elle, des choses pareilles, c'est quelque chose qui en grande partie dépend, euh, on va dire, de l'enracinement dans notre propre corps et nos émotions. Donc ça, c'est un fondement et c'est vraiment une caractéristique, on va dire, de l'analyse bioénergétique. Ça veut dire que une formation à la psychothérapie en analyse bioénergétique suppose d'avoir exploré ses propres enjeux émotionnels. L'analyse bioénergétique a par exemple aussi une grande expérience dans différents types de ressentis émotionnels comme l'abandon, le rejet,
la répression, la trahison. Ce sont tous des enjeux, on va dire, certains disent des blessures fondamentales ou des enjeux émotionnels de base. En analyse bioénergétique, eh bien, on les explore dans la formation et on les explore aussi en soi-même. On peut, oui, les connaître en soi-même. Je pense que, qu'est-ce que tu penses, Claudia? Est-ce que j'ai dit tout? Donc, on va dire qu'en analyse bioénergétique, le corps du thérapeute est aussi important que celui de la personne qui est cliente ou qui est en thérapie. Ça, c'est et ça suppose, hein, de là, les stages résidentiels, on va y revenir, Virginie, dans la formation qu'on va présenter ce soir, quelles que soient les filières, il y aura des résidentiels consacrés à ce que les participants à la formation fassent l'expérience de leurs propres enjeux émotionnels avec les moyens de l'analyse bioénergétique. Donc, c'est accompagner quelqu'un dans un processus de transformation vraiment en faisant par le moyen des émotions, de leur pouvoir thérapeutique, ça s'explore d'abord sur soi et puis après, ça permet un savoir-être, on va dire, avec un certain savoir-faire aussi, mais qui va émaner de l'expérience, pas quelque chose qu'on va plaquer de manière comme des techniques qu'on apprend et puis qu'on appliquerait sur d'autres. Là, je pense par exemple que ça nous différencie de certaines pratiques actuelles qui sont corporelles aussi. Le TRE que je pratique à la même base. À la même base de penser que comme praticien en TRE, accompagné d'autres personnes en TRE suppose avoir fait une expérience pour soi-même en TRE qui soit consistante et qui permette à partir de là d'accompagner. Voilà, je pense que j'ai un peu... Oui, Bien sûr qu'il y a des outils, hein, il y a des outils. C'est clair que nous avons des exercices et des exercices dont le but et qui sont éprouvés, on va dire, depuis le début de la bioénergie qui date de 1956. Donc, on a des classiques, on va dire, de base, hein, comme des exercices de respiration, d'enracinement. L'enracinement est un concept fondamental en bioénergie, mais ce n'est pas quelque chose qu'on résout par quelques exercices. C'est aussi une transformation personnelle. Et ça suppose un travail, un métier sur lequel on revient pendant tout un temps. Ce n'est pas... Et ça continue d'ailleurs. Moi encore, je découvre pour moi-même certains aspects de l'enracinement. On a fait un stage sur les fascias il y a 15 jours là, avec mes collègues et j'ai encore découvert, je dis, waouh, il y a encore ça, quoi. Ça peut encore s'approfondir. Je crois que c'est un peu comme la conscience de soi, être conscient de soi-même. Est-ce que ça s'arrête un jour, ce processus de gagner en conscience de soi? Moi, voilà. En tous les cas, ça ne s'est pas encore arrêté. Il n'y a personne de plus âgé que moi ici, donc je peux déjà dire qu'à mon âge, ça continue. Ça continue à se faire. Donc, l'enracinement de ce type-là. Voilà, mais je crois que pour les outils, on ne va pas dire nécessairement plus que ça. Claudia, qu'est-ce que tu penses? non, moi, ce que je rajouterais par rapport à Ah ce que oui, tu as dit, c'est que effectivement, l'intégration psychocorporelle, c'est tellement difficile comme être humain dans notre société occidentale oui. et comme thérapeute dans notre société occidentale où on a l'impression qu'on doit maîtriser les choses, qu'on doit avoir un savoir. Parce que dès qu'on est dans le savoir, c'est comme on essaye, c'est une manière de gérer l'émotion, le Mm. savoir, le comprendre, l'analyser, etc. Et donc, c'est le mouvement exactement inverse de l'intégration, parce que dans l'intégration, le mental ne prend pas le dessus. Le mental, il est plutôt au service de ce qu'on vit, et donc c'est suivre le mouvement naturel. Et la première chose à faire pour ça, c'est de revenir à son corps. Et donc revenir, quand je dis revenir à son corps, c'est revenir aux sensations à l'intérieur de soi.
Et alors qu'on a envie de trouver une solution, qu'on a envie de réagir, qu'on pense quelque chose. Et donc, il y a cette propension qu'on a. Et dans l'intégration psychocorporelle, bah, ça passe par cette étape que tu as bien décrit, de pouvoir d'abord aller à l'intérieur dans ses émotions. Et ce que je pourrais vous proposer maintenant, c'est de faire un petit moment de respiration, par exemple. Et donc l'important là, dans cette pause, c'est simplement ok, observer votre respiration et revenir avec votre attention vers l'intérieur, vers les sensations à l'intérieur de vous. Sentir que vous êtes assis, sentir la chaleur que vous éprouvez ou le froid que vous éprouvez, toutes sortes de sensations corporelles qui peuvent être là. Et une fois que vous êtes un peu plus avec le contact de ces sensations corporelles, observez que vous respirez. Il y a une respiration qui se fait naturellement. Peut-être même vous sentez votre battement, les battements de votre cœur. Et je vais vous proposer maintenant de respirer plus amplement. Donc nous allons inspirer profondément et expirer. En expirant, vous pouvez expirer par la bouche. Alors le but d'expirer par la bouche, c'est de relâcher le segment des mâchoires et la gorge. Dans le travail corporel, souvent on propose cela pour justement arrêter de tenir, de serrer ses dents. Déjà, vous pouvez remarquer quelle est l'amplitude de votre respiration et dans quels étages de votre corps elle va quand vous inspirez. Quels étages vous sentez être mobilisés? Est-ce que l'inspire est plus facile ou est-ce que l'expire est plus facile? Et ensuite, peut-être essayer de prolonger cette expiration le plus que vous pouvez. Expirer plus longtemps, c'est un peu faire la vidange au niveau de ce qu'on a comme air dans les poumons, même si on ne peut jamais totalement les vider. Et moi, vous commencez à m'entendre, je soupire. Et peut-être vous pouvez aussi vous-même mettre un son dans votre expiration. Jusque quand il n'y a plus d'air. Et à chaque fois vous reprenez, vous inspirez tout votre souffle, on va dire, et puis vous expirez, vous expirez, vous expirez profondément. L'idée, c'est d'aller sentir une limite et de descendre quand vous expirez avec le son qui sort de vous, vous descendez de plus en plus vers votre ventre, d'être dans cette intention d'aller chercher ça. Et c'est vrai qu'à un moment donné, à la fin de l'expire, en fait, le diaphragme, lui, se relâche. Et donc, c'est un peu de traverser cette sensation du diaphragme qui n'a pas nécessairement envie de complètement se relâcher. Voilà, et si vous bâillez, c'est bien. C'est des choses qui peuvent arriver. Quand nous faisons des respirations, le système nerveux se rééquilibre autrement. Et peut-être vous pouvez observer en reprenant une respiration comme ça vient,
laissez faire votre respiration. Nous avons fait maintenant une respiration volontaire et ensuite nous faisons une respiration involontaire, c'est-à-dire se dire, mais en fait la respiration me respire. Ce n'est plus moi qui fais la respiration, c'est la respiration qui me respire. Et observez peut-être les sensations en termes de sensations de respiration, mais aussi quelles autres sensations, perceptions peuvent être présentes pour vous. D'abord, merci Claudia. Vraiment, ça m'a bien aidé à... j'étais très dispersée quand je suis arrivée là, et de revenir à moi. Et je vois que le son, ça fait très longtemps que j'ai plus fait d'exercice avec le son. Et j'adore ça. Et je sens, il y a un relâchement qui se fait avec le son qui est... C'est beaucoup plus facile après d'être présent quand le son est sorti et quand... Voilà, merci beaucoup. J'ai vraiment bien aimé. Ça me fait comme un reset, moi. On appelle ça souvent comme ça, mais j'ai quand même frissonné et besoin de bailler, quoi. Donc, ça régule. Mais j'ai été dans l'ortho toute la journée, donc ça rééquilibre. Merci. Moi, je sens que j'ai descendu mon centre de gravité. Oui. Virginie? Oui, moi je sens du vertige en fait, mais ça je remarque souvent quand je fais des exercices de respiration, c'est comme s'il y avait trop d'inspiration, et donc une hyperoxygénation du cerveau, et donc je sens facilement le vertige en fait avec les exercices de respiration. Et alors le son est très agréable, mais alors à la fin, parce que tu parlais de relâcher comme ça le diaphragme, donc ça permettait de traverser le diaphragme qui se relâchait. Et en même temps, le fait d'aller au bout de l'expiration, c'est comme si je contracte tout le bas pour aller jusqu'au bout et que du coup, ça donne une sensation de contraction plutôt que de passage, justement. Voilà. Et donc, ce sont des indicateurs qu'il y a des choses qui sont là bloquées ou qui a traversé, en tout cas. Parce que moi, je n'ai pas cet effet, en tout cas pas avec ce type de respiration-là, mais avec la façon dont je l'ai pratiqué, de centrage et de régulation. Au contraire, ça a tendance à me déréguler. Les respirations que tu pratiques ont tendance à te déréguler. Non, celle que je viens de pratiquer maintenant. Si je fais justement trop ample, etc., parce que je sais comment, enfin je sais, justement je ne dois pas monter trop haut, enfin, ou des respirations en 4 temps, parce que je pratique du yoga aussi, avec des suspensions à plein, à vide, etc., me correspondent mieux, par exemple. Mais voilà, tout est encore à tester de ce côté-là aussi. Et donc, justement, je trouve ça intéressant d'avoir... vous avez vraiment une expertise autour de la respiration, donc ça m'intéresse, hein, vraiment. Oui, c'est... Moi, j'ai été... Pardon, vas-y. Oh, vas-y, Jocelyne, vas-y. Oui, j'ai été... la respiration qui me respire, je n'avais jamais pensé comme ça. Je trouve ça très fin parce que souvent, on fait des respirations comme on a fait au début. Hein, on essaye de faire plus profond, faire diaphragme uniquement, etc. Tandis qu'on ne fait pas attention forcément à la respiration qui nous respire. Qu'est-ce qui va tout seul et voilà. Donc ça m'a parlé. Ouais, ben, je veux bien prendre le relais. Ben oui, je trouve que la respiration qui nous respire, c'est prêter notre attention à la vie qui est en nous. Et j'ai l'impression, peut-être qu'on a un peu tendance à l'oublier en contrôlant notre respiration. Et que ça peut être utile à un moment donné au début, et puis après, plutôt de simplement sentir ou observer la respiration, ce qui est très difficile en soi, de l'observer sans
sans la contrôler, sans vouloir avoir une petite, quand même, un petit plus, un petit moins, etc. Et voilà. Et pour mon ressenti, c'est j'ai senti assez rapidement des petits comment dire, fourmillements dans les pieds. Et puis, oui, un relâchement quand même voilà, qui arrive très rapidement, avec des bâillements. Et... C'est toujours bien de, à n'importe quel moment de reprendre contact de cette manière avec, voilà, avec notre capacité finalement de revenir bien centré, voilà, plus serein encore. Et finalement, il ne faut pas grand-chose, quoi. Il suffit de respirer. C'est bien. On dirait. Voilà. Mais ça, on l'oublie souvent, enfin presque toujours, à vrai dire. Oui, je dirais en analyse bioénergétique, c'est vrai qu'on va proposer des exercices une partie des exercices, ce sont des exercices volontaires, donc on agit avec une intention. Et en fait, c'est un peu paradoxal parce que le but, c'est de lâcher. Et donc ici, effectivement, comme Virginie le disait, par rapport à, oui, mais l'idée, c'est de l'expire, on est en fin de relâchement, un relâchement du diaphragme, mais on le sent surtout après, une fois qu'on a arrêté la respiration volontaire. Mais c'est comme si on allait entraîner le muscle à aller à un endroit un peu plus loin que ce qu'il a l'habitude, et puis après, hop, c'est comme un élastique qui se détend à ce moment-là. Et donc, il faut aussi comprendre ça dans les exercices qu'on fait, c'est que ce ne sont pas des exercices pour faire, mais ce sont des exercices pour nous amener dans une expérience. Et donc, il y a des moments où il y a des parties plus volontaires, et dans la respiration, le fait d'expirer plus longtemps, c'est inciter à évacuer ce qu'on garde à l'intérieur de soi. Et le fait de mettre un son en plus, c'est de proposer un moyen énergétique plus important que juste l'air qui sort. Donc c'est un peu comme les vagues, quand il y a des ondulations sur l'eau. En fait, l'eau, elle monte, elle descend, mais il y a une onde qui se propage. Et ça, c'est la force cinétique de l'onde qui se propage. Et elle se propage, par exemple, jusqu'à la plage. D'accord? Et quand l'eau arrive en bout de course sur la vague, les gouttelettes d'eau tombent et en fait, la force cinétique se transforme en son. Donc ça, c'est une explication que je vous donne comme ça. C'est métaphorique, mais pas que. C'est pour expliquer en fait que les mouvements physiques et les expressions physiques peuvent être une occasion d'extérioriser une charge émotionnelle sans que nécessairement il y ait tout de suite une grosse émotion qui est en train d'être travaillée. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on peut utiliser surtout en début pour amener de la régulation, comme Nathalie a utilisé le mot régulation, mais aussi pour que la personne apprivoise le fait qu'elle peut ouvrir son système énergétique en inspirant plus d'air, elle va avoir plus de sensations, mais elle peut aussi extérioriser plus son énergie et que finalement, c'est pas si mal que ça. Après, je me sens quand même mieux. Je me sens moins dispersée, plus centrée, mon regard est plus clair, etc., etc. Voilà, donc ça c'était pour la petite explication sur les exercices et je propose, vu l'heure, qu'on passe quand même à la suite. On a commencé par mettre très en avant cette formation de 2 ans qu'on appelle la voie de l'intégration psychocorporelle. Cette formation, en fait, c'est une première étape qui est un tronc commun à 3 possibilités de formation chez nous. Ça veut dire quoi, un tronc commun? Ça veut dire que tous les participants intéressés par les différentes filières vont suivre ce tronc commun d'office. Il y a 3 filières. La première,
c'est celle qui a été le plus mise en avant jusqu'à présent, c'est de dire, mais au fond, je suis un professionnel de la relation d'aide, j'ai pas facile avec mes émotions. Comment est-ce que je peux améliorer la gestion de ma profession, la gestion de mes contacts, de la relation d'aide que je propose, en ayant une meilleure connaissance de mon fonctionnement émotionnel et du fonctionnement émotionnel des personnes que j'accompagne et comment les accompagner quand c'est lourd. Comment est-ce que je fais aussi pour m'occuper de moi? Parce que je vis des choses lourdes et il faut quand même que j'ai un endroit pour que je puisse déposer ça ou apprendre à le déposer. Voilà, ça c'est la première possibilité. Ça c'est la formation qu'on vous propose en 2 ans. Cette formation, elle est accessible à tous les professionnels qui se sentent concernés par la relation d'aide en fait. La Et le deuxième, psychocorporel. oui, Et le oui, psychocorporel qui veulent intégrer qui justement veulent intégrer cette dimension-là, en tout cas, l'émotion corporelle pour eux-mêmes et un petit peu aussi pour certaines oui, situations oui, je dirais qu'ils ne vont pas pouvoir nécessairement utiliser les outils comme nous on les utilise, mais pas ils vont comme se vous. sentir mieux armés Oui. pour, euh, pour faire face, déjà par leur savoir-être. Mhm. Et c'est un peu comme ce qu'expliquait, c'est Virginie qui a été suivre des cours en ligne, c'est ça. Et donc, en fait, quand on suit des cours en ligne en psychocorporel, c'est intéressant, mais ça donne des idées, mais c'est pas suffisant pour vraiment l'utiliser pour soit comme thérapeute auprès des personnes qu'on accompagne. Alors la deuxième filière, nous on l'appelle psychopraticien d'orientation bioénergétique. C'est un peu ce qu'a décrit Nathalie en fait quand elle parle de voilà, moi j'intègre les outils de l'analyse bioénergétique dans ma pratique de kinésithérapeute. C'est-à-dire que voilà, je ne suis pas dans une position où je peux pratiquer la psychothérapie du point de vue légal, en tout cas en Belgique. Peut-être en France, il y a d'autres pratiques possibles, comme psychopraticien d'ailleurs. Donc ça c'est... Voilà. Mais donc je ne peux pas me former à la psychothérapie, mais mon intérêt peut-être est celui de pouvoir quand même intégrer des outils de l'analyse bioénergétique dans ce que je fais déjà comme enseignante, comme accompagnatrice de groupe, comme éducatrice, comme professeure de yoga, Mhm. comme ostéopathe, comme, je sais pas, j'ai Mhm. peut-être d'autres idées, mais voilà, comme Oui. il y a d'autres formes de thérapie qui peuvent Ou exister. comme psychothérapeute qui a une pratique au départ verbale et qui veut amener certains outils, hein. Ça pourrait aussi être le cas. Aussi, oui, c'est ça. Quelqu'un qui ne souhaite pas devenir psychothérapeute en analyse bioénergétique, Oui, ou comme un coach, par exemple, aussi un pourrait utiliser coach. ces exercices, même dans les formations, parce que je disais enseignant, ben, il y a toute une série de formations psycho-émotionnelles qui existent et pour lesquelles c'est très intéressant de mieux ressentir les émotions, mais aussi de pouvoir proposer aux personnes qui sont coachées individuellement ou en groupe des moments de processus par rapport à ça. Et donc, à ce moment-là, dans cette filière-là, on doit continuer plus loin que les 2 ans. Et normalement, on doit continuer environ une bonne année. Mais cette année, elle est un peu ajustable en fonction du parcours de la Oui, hein, parce que personne. ça surtout Parce, comment, oui, parce qu'en personnel, fait, quoi. il y a les parties stages, les parties expérientielles, séminaires résidentiels que tu vas expliquer dans un moment, Violaine. Mais en fait, il y a une supervision et il y a un accompagnement de cette pratique. C'est-à-dire, mais aujourd'hui, voilà comment est-ce que je fais. Par exemple, moi j'ai en supervision une femme qui s'est formée à l'analyse bioénergétique et qui fait des constellations familiales et systémiques. Et donc pour les constellations familiales et systémiques, elle utilise des moments d'éveil psychocorporel dans ces groupes
Et c'est important parce que ça permet aux constellations d'être de meilleure qualité. Les gens peuvent mieux ressentir ce qui se passe quand ils sont en train de consteller, expliquer ce qui se passe, etc. Et donc, ben, tout le défi, c'est de l'amener à voir comment les outils de l'analyse bioénergétique peuvent être utilisés dans cette pratique-là et de l'accompagner pour qu'elle prenne conscience de certains aspects, euh, je dirais des limites de l'utilisation des outils ou de comment elle est dans sa posture quand elle propose ses outils et des choses comme ça. Vous voyez, donc c'est vraiment une filière qui peut être intéressante pour certains types de thérapeutes ou d'accompagnants, qu'ils soient formateurs ou coachs ou encore autre chose. Et la troisième filière, c'est c'est la voie de l'analyse bioénergétique, dans le sens de pouvoir vraiment l'utiliser comme un outil psychothérapeutique. Et là, dans cette filière-là, évidemment, vous vous imaginez, il y a les 2 ans qu'on fait d'abord, et puis après, il y a encore 2 années. Et dans ces 2 années suivantes, ce qui va être surtout mis en avant, c'est la pratique clinique. La pratique clinique, c'est-à-dire on va commencer à devenir psychothérapeute avec les personnes dans le groupe de formation, mais aussi à l'extérieur du groupe de formation, avec une supervision qui se fera en groupe pendant les formations, mais aussi individuellement. Et donc là aussi, le parcours de formation est prévu pour être de 2 années. C'est ce qu'on appelle la phase clinique, classiquement dans un programme de formation thérapeutique. Et cette phase-là, bon, évidemment, elle donne le minimum minimorum, c'est-à-dire elle donne les outils pour pouvoir arriver à une certification, mais il y a évidemment un processus personnel de chaque étudiant qui va faire qu'en fonction de son expérience, de sa mise en route dans le travail, il va être accompagné et ça peut parfois durer un tout petit peu plus de temps suivant d'où démarre la personne et sa situation personnelle. Voilà ce que j'avais à vous dire sur les filières. Est-ce que c'est clair pour vous ou est-ce que vous avez des questions? Je peux ajouter juste une chose à Claudia, c'est que le certificat PPOB donne en fait, permet d'être membre de la Société belge d'analyse bioénergétique, c'est-à-dire que nous avons parmi nos praticiens, nos membres, 2 types de praticiens, les psychothérapeutes en analyse bioénergétique et les PPOB, donc psychopraticiens d'orientation bioénergétique. Donc ça, c'est un certificat qui implique qu'il y a une participation, si la personne le souhaite, bien sûr, c'est jamais obligatoire. Et alors, le certificat que donne la formation entière à la psychothérapie en analyse bioénergétique, c'est un certificat qui est international, donc qui permet d'appartenir à l'Institut international d'analyse bioénergétique et bien sûr aussi à la SOBAP. Et avec ce certificat, on peut aussi en fait être reconnu dans toutes les sociétés de l'IBA. C'est un certificat qui est une formation qui rencontre des critères internationaux et qui est reconnu partout, se pratique où il y a des associations de bioénergie. Voilà. Oui, on peut aussi obtenir le certificat européen de psychothérapie, Oui. qui est délivré par l'Association européenne de psychothérapie. Oui. Il faut être au clair avec le fait que cette formation, légalement, du point de vue de la Belgique, à moins qu'on ait déjà une reconnaissance de l'autorisation d'exercer la pratique psychothérapeutique, soit parce qu'on est déjà psychothérapeute avant la fameuse loi qui s'est appliquée en septembre 2016. Donc si on avait commencé une formation à la psychothérapie ou qu'on pratiquait la psychothérapie avant septembre 2016, je pense, Oui. on a l'accès à la pratique de la psychothérapie. Et donc, voilà, ces personnes-là peuvent se former à l'analyse bioénergétique et pratiquer l'analyse bioénergétique légalement en Belgique. Pour les autres, les personnes qui se forment après, ben, on est psychologue clinicien, on peut intégrer les outils de l'analyse bioénergétique dans la pratique de psychologue clinicien. Mais si on est psychothérapeute par ailleurs, parce qu'on a une formation certifiante et légale au niveau de la Belgique, on peut aussi pratiquer l'analyse bioénergétique. Mais nous,
dans notre formation, on n'est pas associé à une université, en tout cas pas dans ce niveau-ci de formation, qui est un niveau pour nous supplémentaire à celui du certificat de psychothérapie humaniste et expérientielle. Il existe un certificat où la pratique de l'analyse bioénergétique est enseignée et on va dire on est sensibilisé à cette pratique. Mais ce n'est pas pour autant qu'on devient psychothérapeute en analyse bioénergétique à ce moment-là. On devient psychothérapeute humaniste et expérientiel, avec une orientation psychocorporelle, bien sûr, mais voilà. Par contre, si vous faites la formation en analyse bioénergétique, les personnes qui auraient fait le certificat auparavant vont avoir des passerelles pour pouvoir accéder à la phase clinique, donc la deuxième partie de la formation en analyse bioénergétique. Et ça, c'est intéressant parce que du coup, elles peuvent approfondir leur connaissance de l'analyse bioénergétique et vraiment en pratiquer comme psychothérapeute en analyse bioénergétique, en faisant partie de notre communauté en Belgique et de la communauté internationale d'analystes bioénergéticiens. Avec tout ça, est-ce que ça, vous avez su suivre? En gros, oui. Oui, je regardais du coup à quoi ressemblait ce certificat humaniste. Mais Oui, ça s'appelle CPHE, donc à l'école d'Avins. Tu l'as trouvé? j'ai trouvé, ouais, j'ai trouvé. Bon, je vais lire ans. ça tout à l'heure. Ouais, c'est ça. C'est en 4 ans, en fait. Mais par rapport à la question de la reconnaissance de la psychothérapie en Belgique et du fait qu'il faudrait être psychologue, nous, ici, on relance de la formation comme d'autres écoles et nous l'ouvrons aussi à des gens qui n'auraient pas les conditions pour être reconnus légalement et à ce certificat d'Avinci aussi. Nous avons à peu près, sur le groupe de 16 personnes, je pense, une bonne partie de psychologues qui sont habilités, qui vont pouvoir. Et alors, on a, je pense, 30% d'étudiants qui ne sont pas dans les critères légaux pour exercer la psychothérapie et qui vont s'appeler autrement. Qui font la formation et qui. Donc, on peut le concevoir aussi en bioénergie, que certains fassent la formation complète et ne s'appellent pas. Oui, c'est Il y a ça. un peu de flou en Belgique autour de ça. Je ne sais pas où ils en sont par rapport à élargir l'accès à la psychothérapie pour les professions de soins, c'est ça? Les auxiliaires de soins psychologiques, oui, ça se débat encore un peu. Oui, c'est pas encore fait. Mais Donc, voilà, ils ont accès à ce genre de formation, mais ça se débat. En fait, ils pourraient pratiquer la psychothérapie, mais sous supervision. sous supervision. Il va y avoir plus de professions, Oui. on va dire, qui auront accès à C'est plus ça. de diplômes qui auront accès, mais bon. Mais de toute Pour façon, l'instant, par exemple, comme quelqu'un comme Delphine, avec ton profil, tu vois, ce qui est possible aussi, c'est que si tu es intéressé par les groupes comme sociologue, il est possible qu'à un moment donné, tu trouves un espace de travail psychocorporel bioénergétique. Ça se fait et ça se pratique au Brésil très fort, et notamment, et aussi en Italie. Et donc, ça se pratique dans des institutions ou dans des communautés. oui. Ouais, c'est ça. Oui, mais moi, pour le moment, je dois pas absolument définir ce que je veux devenir, donc c'est pas grave si c'est encore un peu flou. Et en effet, c'est plutôt vers ça que j'avais envie de Voilà, donc d'aller. Pourquoi pas, ouais. ça serait un peu la version PPOB, on va dire. On a une personne qui est psychologue et qui a fait cette formation-là, de type PPOB. Donc, elle ne voulait pas être psychothérapeute, mais elle fait des classes d'exercice de bioénergie en santé mentale, dans un centre de santé mentale, ici en Belgique. Et donc, elle a axé sa pratique sur ça. Et voilà, elle a finalement la formation, voilà, pour donner un exemple de ce que ça peut donner. Ok, Voilà. merci en tout cas. Ouais. Je voulais rajouter aussi que le fait d'avoir dans une formation des personnes avec des cursus différents et des objectifs d'intégration et de la pratique différents, c'est toujours pour nous, c'est une richesse en fait, parce que ça permet un regard plus large sur la pratique. Globalement, ça ne dessert pas nécessairement
la qualité du travail pour des psychothérapeutes et des psychologues. Enfin, moi, c'est ce que j'ai vécu comme Oui, non, ça, expérience. c'est clair. Et notamment, par exemple, enfin, je rigole un petit peu là, je souris en y pensant, mais quand j'ai travaillé au CIFP, moi, je disais à mon collègue directeur, je lui disais, mais c'est un endroit génial de stage pour les psychologues. Parce que la meilleure manière d'apprendre, c'est d'être confronté à des choses difficiles et à des différences. Bon, évidemment, dans cette école, c'était un peu particulier, je vous dis. On n'est pas du tout dans le même cas de figure ici. Mais voilà, Ouais. c'est l'école de la vie aussi, hein. Donc, l'école, le point de vue expérientiel des formations à la psychothérapie, il y a différentes manières de le concevoir, évidemment, mais nous, on est un peu dans une logique de l'école de la vie, comme des écoles à pédagogie active, finalement, d'une certaine manière. Bon, Oui, dans un certain sens, l'expérience d'abord et puis les concepts ensuite. Hein, un peu dans la ligne de ce qu'est la bioénergie, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'analyse par le bas, c'est-à-dire qu'on commence d'abord par le ressenti et bien sûr on intègre la mise en mots et l'analyse, etc. Mais on va dans ce sens-là. Et donc dans notre pédagogie, on va aussi dans ce sens-là. C'est la même chose qu'on a pratiqué à Da Vinci. Je fais ça avec une autre collègue. Et voilà, nos étudiants ont bien compris la démarche et voilà, ils y voient effectivement quelque chose de tout à fait intéressant. C'est de commencer d'abord par l'expérience et puis après les concepts. oui. Ben, Ça, c'est c'est un toujours- excellent moment pour parler du programme. Mais je veux d'abord savoir si Virginie, tu n'as pas des questions par rapport à la formation aux 3 filières en tous les cas, ou d'autres, des questions Moi, encore? j'avais une question sur Ah, oui, quand vous avez dit que vous allez faire un stage, enfin, ou un week-end d'initiation, je sais déjà plus le mot, oui. désolée. Euh, Ça correspond à beaucoup de pratiques expérientielles. Oui, donc Parce le que je me stage dis, de tiens, pour me janvier, replonger le dedans, week-end, voilà. oui, oui. Ben, c'est-à-dire qu'on va déjà faire ben, ce qu'on a l'habitude de faire, c'est-à-dire faire des expériences et puis amener certains concepts vraiment de base, quoi. Oui. Et alors, dans la même idée, quand vous reprenez la deuxième filière, c'est 2 ans plus 1 an, mais l'année en plus, ça correspond à quoi exactement? Mais ce sera un processus assez personnel, Ok. ce qu'on va rajouter, dans le sens où la personne qui souhaite intégrer la pratique de la bioénergie dans une pratique qu'elle a déjà a besoin Mhm. d'un accompagnement personnel et avec des moments de travail collectif aussi hein, sur la question. Mais Et donc, donc, ce sera un mélange de supervision individuelle, mais aussi de et travail groupal encore dans aussi. la formation. Et groupal, oui. Ah oui, ok. Oui. Ça va. Oui, tout à fait. Bien. Donc, c'est pour ça qu'on ne sait pas mesurer, si tu veux, Oui, oui, oui. Mais c'est le intéressant de temps. savoir qu'il y a encore des expériences de groupe ou des Oui, choses. oui, oui, oui. C'est enrichissant, ça. Oui, oui, Ok. oui. Merci. D'autres questions encore? Oui, j'ai juste pas compris la première filière, relation d'aide, c'est ça, où j'ai mal. Alors, la première filière, donc c'est le tronc commun, on va dire, et c'est la Ah là, première filière, hein, ah, c'est le d'accord. tronc commun, on va dire. Il s'arrête à là, c'est les 2 ans qui sont bien décrits sur notre site et qui est destiné pour ceux qui ne feraient que cette filière-là, on va dire, ces 2 ans. Ce sont des professionnels qui ont une pratique de psychothérapie, de kiné, d'ostéopathe, de masseur, de prof de yoga, de praticiens TRE éventuellement, ou de praticiens d'autres de thérapies sensorimotrices, et qui souhaiteraient avoir une initiation, mais nous, on a vraiment décidé de faire quelque chose de sérieux et d'assez approfondi. Parce qu'on sait justement que ce n'est pas une question de technique, même s'il y a la question des outils, mais de traversée personnelle. Donc ça, c'est la première filière qui est en fait une amélioration et un approfondissement de la qualité de ce qu'on fait avec une modification sans doute, mais en restant largement dans la pratique qu'on connaît, qu'on pratique déjà, mais avec cet
éventuellement même pour certaines personnes, ce sera surtout la transformation personnelle voilà, ça c'est. Donc, ça ne donne pas lieu à une certification, on va dire. Bien sûr qu'on donnera un certificat de participation, évidemment, à ces 2 ans de formation qui représentent quelque chose. Voilà, ça c'est filière 1. Votre premier week-end, vous allez changer l'information sur le site alors ou... Oui, c'est en cours. Là, on a prévenu notre webmaster, donc elle va. Les 3 filières ne sont pas encore explicitées sur le site, donc on vient de clarifier un peu tout. Donc elle a les instructions, elle va faire ça dans les jours qui viennent. Mais donc sachez déjà que le 28-29, aux heures, à l'endroit prévu et au même tarif, il y aura un stage, mais qui ne sera pas, pour lequel il ne faut pas s'engager dans la formation. Et donc on va amener certaines choses du premier week-end qui étaient prévues. On va rester dans les concepts vraiment plus larges. On va pas... Mais ce sera déjà une expérience de notre pédagogie, de ce qu'on fait, de ce qui va se produire dans les stages de formation. Oui. Et dans chaque année, combien de week-ends vous avez? Alors, c'est 5 fois 2 jours. 5 fois 2 jours, d'accord. Pour les stages, on va dire, on va dire, c'est le cœur de la formation dans le sens où les personnes vont faire des expériences de concepts, des enjeux, de base, etc. Ben, justement, le travail d'enracinement va y consacrer certainement plus que une demi-journée. Hein. Dans plusieurs stages, évidemment, on va y revenir. Travail de respiration, expression émotionnelle, etc. Le programme est bien détaillé. Et en fait, il reprend les premières parties. Oui. Voilà. Et dans les week-ends, il y a des présentations théoriques également. Aussi, hein, Ensuite, aux expériences et des questions-réponses. Il y a aussi un matériel de syllabus. Voilà. Grosso modo, on va un peu travailler comme pendant la formation, sauf que voilà, on va rester dans une pré-formation, plus que dans. Mais il y a déjà du résidentiel Alors, dans ces 2 années-là ou pas? Les stages, non, ces stages de formation ne sont pas résidentiels. Il y a moyen de loger sur place à l'endroit que nous Il n'y a pas avons du dit. résidentiel dans les 2 premières années? Si. Alors, ça, ce sont les 5 week-ends. Ça, Ouais. bon, Jocelyne. Donc, hein, je brosse le tableau de ce que contient ce tronc commun. 5 week-ends avec enseignement, expérientiel, pratique, etc. Contenu. Et alors, 2 résidentiels par an. 8 jours en tout, donc un résidentiel de 5 jours et un résidentiel de 3 jours chaque année. Alors, les résidentiels, comme je l'ai annoncé, ce sont des stages qui seront thérapeutiques. Là, on va travailler de façon personnelle avec une structure qui, ça dépend un peu le nombre de personnes qu'on a. Si on a un petit groupe, ben, on va travailler avec le petit groupe matin et après-midi. Si on a un groupe plus large, il y aura des matinées en petits groupes avec chacun un animateur et puis il y aura des sessions en grand groupe l'après-midi que moi je donnerai. Ça, c'est un peu, voilà, là, je serai aussi dans certains week-ends de formation, mais les résidentiels avec Claudia, on va faire ça à nous 2. Et si jamais on a un grand groupe et qu'on doit subdiviser en plus, voilà, on a des candidats potentiels pour nous aider. Voilà, ça c'est pour les résidentiels. Alors, il faut savoir que les résidentiels seront ouverts donc à des personnes qui ont déjà une expérience de thérapie en corporel. Donc là, il faudra, et qui ne feraient pas partie du groupe d'étudiants. Donc il y a un groupe d'étudiants qui va faire le tronc commun, et les résidentiels sont ouverts, mais alors à des gens expérimentés dans ce type de travail psychocorporel, travail émotionnel. On ne va pas prendre des gens qui s'initient à la bioénergie dans ces résidentiels.
Amalia le disait, elle fait une fois par an un stage de ce genre-là, ici en Belgique, avec effectivement une formatrice qui vient une fois par an pour faire ce genre de travail-là. Et les étudiants en formation y participent et des gens qui sont déjà formés ou qui ne sont pas formés, mais qui ont une expérience thérapeutique. Oui, moi je trouve ça personnellement très intéressant, justement ce mixte. Je reviens vers la même question, la même Oui, réflexion que tout à l'heure, parce que justement ça permet d'observer aussi le travail avec d'autres personnes et aussi d'entrer en résonance avec oui, des problématiques différentes qui sont abordées parce qu'il y a d'autres personnes qui ne viennent pas du groupe de formation. Donc ça ouvre vraiment la possibilité, quand c'est fait d'une manière suffisamment sécure, de pouvoir quand même approfondir la, la connaissance par l'expérience, en fait. oui. Et alors le dernier, non, il y a encore deux choses à nommer dans ce tronc commun et dans le processus de formation. Il y a, on propose des ateliers. Alors, des ateliers, ce sont des samedis matins, 4 heures de pratique corporelle, en fait, qui sont une pratique que la SOBAP a déjà eue par le passé, et donc qui permettront pour les étudiants en formation de refaire et repratiquer en situation groupale tous ces outils et exercices d'analyse bioénergétique. Donc ça fait partie un peu de l'outillage, on va dire, parce que dans les stages de formation, on va donner évidemment une partie de tous ces outils, mais le fait de les pratiquer dans un cadre spécifique, ça permet d'approfondir parce que le refaire plusieurs fois et dans différents contextes, ça participe d'intégrer vraiment en soi tout cet outillage. Donc, il y a les 4 ateliers sur une année, avec des thèmes chaque fois. Je pense qu'il y en a un sur l'agressivité, il y en a un sur... voilà, il y a plusieurs thèmes. Alors, ces ateliers sont ouverts là à tout public. Donc, ce sont des ateliers que la SOBAP propose pour des gens qui sont en psychothérapie, ou qui veulent s'initier à la bioénergie. Donc là, il y a vraiment une variété dans les participants et il y a pas mal de futurs, enfin de thérapeutes en formation de la SOBAP qui souhaitent les refaire aussi d'ailleurs pour eux-mêmes. Parce que comme psychothérapeute, on a besoin de continuer à avoir l'occasion de réexplorer tous ces exercices sur soi-même et avec d'autres. Voilà, ça c'est une pratique qu'on peut poursuivre. Et puis alors un dernier volet, c'est le côté évolution personnelle. Donc il y a un certain nombre d'heures de séances personnelles de thérapie en analyse bioénergétique. Je pense que pour le tronc commun, c'est 10 heures. C'est ça qu'on avait dit, Claudia. Maintenant, bien sûr que pour un PPOB ou pour un futur psychothérapeute en analyse bioénergétique, ce nombre d'heures doit augmenter. Là, il y a des requis internationaux d'ailleurs pour la formation complète. Et une pratique de classe d'exercice, c'est encore une autre pratique d'analyse bioénergétique qui consiste à pratiquer certains exercices, mais c'est des séances plutôt hebdomadaires en soirée qui durent 1h15, 1h30 maximum. Donc c'est assez court et c'est une pratique qu'on offre de manière traditionnelle en bioénergie. En général, ils sont pratiqués par des personnes qui sont en psychothérapie ou en bioénergie ou dans d'autres formes de psychothérapie qui ne sont pas corporelles pour avoir cet élément de travail corporel. Oui, mais il y a une différence entre les ateliers pratiques et les classes d'exercice. Oui, absolument, c'est C'est pas différent. seulement la durée, mais quelque part, les ateliers sont orientés sur des thèmes Sur des précis. thèmes, oui. Donc, On approfondit et qu'on voit un peu sous toutes les coutures, pour dire ça. et il y a un petit peu plus d'explications sur ce qui se Oui, passe peut-être dans l'atelier pratique, hein, que dans les classes d'exercice. oui. Mm. Super. Là, je crois qu'on a fait le tour, Claudia. Oui. Est-ce que peut-être il reste encore d'autres questions par rapport
à la manière de faire la formation ou sur ce que ça peut apporter par rapport à d'autres formations qu'on a déjà ou... Moi, j'avais envie de, ça m'a fait penser à une supervision que j'avais eue avec Violaine au sujet d'un rêve d'une patiente qu'on avait mis euh, qu'on avait mis en mouvement et où Mhm. la personne avait essayé de ressentir. Parce que là, je travaille pas mal sur les rêves, Ah mais oui. ça, je l'ai pas, oui, avec des groupes jungiens, voilà. Et j'ai trouvé quand même très intéressant, justement, toujours c'est resté en moi Oui, oui, ce cette sera supervision et ce que la patiente avait pu ressentir en mimant, en bougeant, en ressentant des moments de son rêve. de son rêve, en le Et mettant c'était très riche, encore. voilà. Oui, 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 oui. Voilà. Mhm. Mhm. Et Et donc, on peut commentaires sont avoir, bienvenus aussi, hein. Commentaires ou questions. Oui. Oui. ouais. Oui. Comment faire pour profiter que chacun a eu des expériences différentes et qu'est-ce que ça peut apporter et enrichir avec Mhm. l'analyse bioénergétique. C'est ça que je voulais dire. Mhm. Ok. Oui. Comment ça se passe au niveau du coût, en fait, surtout si vous modifiez un petit peu votre premier week-end, là, du 28-29 janvier, Ah, comment est-ce que vous procédez? Parce que pour ça, moi, c'est un peu une parce que par exemple, moi, pour décembre, je ne suis pas en mesure de payer quoi que ce soit en décembre. En janvier, ça me viendra peut-être Ça possible. revient pas. Alors, Donc, voilà, oui. ce qu'on a décidé, mais on ne sait pas encore, donc comme c'est tout frais d'avoir décidé d'offrir ça et de modifier un tout petit peu le démarrage. Donc, le prix de ce premier stage sera le même que celui qui est prévu. Est-ce on avait spécifié par stage le coût d'un stage? Oui, hein. Oui, les coûts de Ça stage. veut dire que le Cinq démarrage de week-ends, la formation. oui, il est mis 5 week-ends thématiques, 1 300 euros, mais c'est pas. Et alors, il y a les stages résidentiels de 3 jours, Alors, trois-cent il faut quarante diviser euros. 1300 par 5, alors, Ah c'est oui, ça, d'accord, Claudia. C'est ça. Mhm. Maintenant, dans notre publicité, comme on va le lancer de manière séparée, on va remettre le prix. Donc, nous proposons un paiement mensuel. On s'était dit que ça serait une bonne façon d'organiser les choses pour que vous puissiez gérer l'argent. Maintenant, si quelqu'un a suffisamment de fortune pour tout payer d'un coup, on veut bien. Mais bon, c'est pas tellement le cas de la plupart des gens. Voilà, ça c'est là. Mais voilà, on n'avait pas encore clarifié ça, mais je pense que c'est comme ça, hein, Claudia, qu'on va faire, c'est le plus logique. Voilà. Oui, tout à fait. Le principe reste le même. Euh, l'enveloppe financière que ça représente reste la même. Mais c'est vrai que, voilà, s'il y a un week-end de découverte, initiation, ben, ce week-end sera en plus du prix de Oui, la oui, formation. Voilà. C'est un bon moyen, effectivement, de confirmer qu'on sent que c'est bon pour soi. oui. On Je pense avait... que c'est important. On s'est dit ça. C'est vrai que c'est. Quelqu'un a voulu s'inscrire, il nous a dit oui, mais au fond, je m'inscrirais bien, mais je trouve que c'est un gros investissement sans que je puisse sentir d'abord ce que c'est. Alors, c'est vrai que tout ça, Oui. voilà, nous a fait Et penser que on s'était dit c'était mieux aussi, de faire comme ça. on s'était dit aussi que euh, s'il y a dans les personnes qui participent à ce week-end, s'il y a des thérapeutes et tout ça, ou des personnes qui sont dans la relation d'aide mais qui se trouvent confrontées à des situations difficiles, c'est aussi de pouvoir parler directement et d'aborder ces situations-là, pas de manière Et oui, on a systématique, l'idée aussi de laisser mais une place que, pour ça. voilà, que les personnes puissent amener des situations, un peu comme on pourrait faire une supervision, on va dire, mais supervision manière bioénergétique,
d'essayer d'aller sentir les enjeux pour la Oui, on personne par rapport à peut, cette situation. Si elle se sent suffisamment en sécurité pour le faire, Mhm. ça peut être aussi un endroit Oui, hein. Ou pour donner des points de vue sur des expérimenter. situations cliniques, une lecture en tous les cas à partir de notre Mm. pratique, oui. Oui. Donc il y aura des moments d'expérience sur le processus d'analyse bioénergétique, mais il y aura aussi des moments de entendre quels sont vos besoins ou vos attentes et de pouvoir confronter ça Oui, directement à notre écoute. Alors, le week-end, là, tu disais, il y a un week-end d'initiation, on va diviser 1300 par 5, ça donne une idée du prix du week-end, mais il y aura quand même 5 week-ends de formation en plus oui, de oui, ce oui. week-end de On ne fait que sensibilisation. décaler. Oui, c'est ça. On rajoute, On ajoute voilà. une initiation. Oui, voilà. Et donc, la formation va commencer en mars et se terminer en mars de l'année suivante. Donc, on va devoir un peu juste Et donc, décaler tu au niveau diviserais des les cours. 1300 en 10 ou 12 mensualités. Oui. On avait compté À combien de cause des mensualités? pratico-pratiques. Oui, c'est sur le site, il s'est indiqué, hein. Ah, je regarderai. Le nombre, je ne sais pas, est-ce que c'est pas 10 mensualités? Oui, 10 fois 209 euros, moi j'ai. Voilà. Ah, Après avec. après un acompte de Il y a un 650. acompte de 650. Attends, alors c'est plus que 1300. Les 1300, c'est pour les 5 week-ends. C'est juste les week-ends, ça. Oui. Ah, et les Il n'y 209, a ça pas inclut alors les week-ends résidentiel, il n'y a résidentiels. pas les ateliers, oui, voilà. Oui. Ok. Oui, il y a juste les hébergements des résidentiels qui doivent être rajoutés au prix en fait. Oui. Ok, les 209, c'est les week-ends et les résidentiels hors dodo. Les honoraires et tout ça, oui. Ça va. Et les ateliers sont compris dedans. Mm. Mais pas les classes. 4 exercices, non, ça c'est. Non, parce que Ni les séances individuelles. les classes d'exercice sont considérées comme du travail personnel, des séances personnelles. C'est juste, Et ça donc, va. c'est pas pris en charge directement par Soma Vibrance Ça va. au niveau des paiements. Voilà. Mhm. Merci. Barbara, tu veux demander quelque chose? Moi, je voulais mieux comprendre parce que je sais pas, j'ai pas très bien compris. En fait, donc il y a cette division entre les 5 stages de 2 jours, plus ce résidentiel et les ateliers. Mais une personne qui vient, et donc les 2 ans, doit faire la totalité de tout cela. Oui. Est-ce que potentiellement, elle pourrait choisir de ne pas faire une partie ou non? Un programme à la carte, c'est ça? Tu demandes s'il y aurait moyen de participer à ce programme en choisissant l'une ou l'autre. Oui, oui, je sais. Enfin, oui, peut-être, oui, par exemple, que les 2 jours et pas faire ceux de résidentiel, est-ce que ça aurait du sens ou non? Enfin, Alors, il y a Delphine qui. on va voir Attends, je te coupe juste un petit moment parce que j'ai un message de Delphine qui dit qu'elle n'a plus de batterie et qui nous remercie. Ben voilà. Comme Au tu l'as revoir. dit, on va se contacter, hein, Delphine. Hein. On va se contacter bientôt. Ça va? Oui, oui. On va continuer le dialogue. Oui. Alors, Barbara? Oui, voilà, non, c'était pour comprendre si c'était un groupe fermé et puis où, oui, effectivement, il fallait faire la totalité pour avoir ces 2 ans Oui, de tronc commun, oui. de tronc commun, enfin de reconnu, si on peut dire, voilà. Oui, pour dire j'ai fait la formation complémentaire intégration psychocorporelle, il faut avoir fait tout ça. D'accord. Tu as une question Non, plus précise derrière ça, Barbara, pour toi ou personnellement ou Non, disons que Violaine a dit oui, qu'effectivement, par exemple, les week-ends, enfin les stages résidentiels pouvaient être ouverts aux autres personnes. oui, ça c'est Donc, ça, ouvert. typique, voilà. D'accord. Oui, donc cette personne qui viendrait, ça pourrait être d'autres thérapeutes, d'autres obédiences qui ne sont pas intéressés à faire la formation, ou même des thérapeutes en analyse bioénergétique qui sont déjà certifiés, mais qui souhaiteraient continuer à faire un travail plus approfondi, pourraient venir à ces séminaires résidentiels.
Ok. Mais c'est pas pour autant qu'on va dire qu'ils ont fait les 2 années de formation, tu vois, même si, Ah oui, non, non, d'accord, oui, oui. tu vois, mais Oui, c'est oui, vrai que si on veut s'inscrire dans la formation, on est obligé de prendre tout le package. Mais d'accord. voilà, Oui, parce après, qu'il faut une sécurité de groupe, hein. Déjà, il va y avoir, il y a 2 activités ouvertes à d'autres, donc il y a Oui, une sécurité de groupe oui, à en fait, créer. Je pense que ce serait pas une bonne idée qu'il y ait des gens qui arrivent et mm, il va déjà avoir les résidentiels dans lesquels, mais ça, je pense que ça sera fort probablement vécu comme une ouverture plutôt, ouvrir ce groupe. C'est pour ça qu'il faut l'ouvrir à des gens expérimentés, pas des gens oui, oui, qui oui. oui, débarquent et qui savent pas, et qui veulent s'initier à la bioénergie. C'est pas le lieu. C'est je plutôt voudrais un lieu, je voudrais rajouter quelque chose par oui. rapport à ça, parce que c'est vrai que ça peut sembler un peu bizarre, ce patchwork. Mais pour les personnes qui seront en formation, il y a effectivement la continuité à travers les week-ends et les ateliers, mais aussi il y a Isabelle qui sera assistante notamment, et donc il y a aussi tout un travail qui se fera aussi en début et en fin de week-end, suivant les moments, où les personnes qui font partie du groupe de formation auront des moments privilégiés pour parler du processus de leur groupe de formation euh, entre elles, mais aussi parce qu'elles ont été aussi en contact avec d'autres activités à des moments où il y a d'autres participants. Et donc, on va essayer de trouver une manière de garder aussi une forme de continuité pour ce groupe, pour qu'il soit suivi. Et notamment, il y a aussi un travail de rédaction qui est important sur ce qu'on ressent de son propre processus de formation, qui va permettre aussi ce fil qui continue la formation à travers les différentes activités. Je ne sais pas si c'est suffisamment clair. Oh, oui, pour moi, ça l'est clair, c'est clair. Non, mais moi, je trouve intéressant justement que ce soit assez varié et que tout ça s'intègre dans ce processus de formation. Les Donc, différents atelier, c'était ateliers. aussi ouvert, hein, à Oui, des atelier, là, anciens, c'est même mais ouvert. aussi déjà des gens un peu expérimentés, pas des initiations, Si pas des gens qui ne connaissent les pas. ateliers, contrairement aux résidentiels, les ateliers peuvent être ouverts à des gens qui veulent s'initier à la bioénergie, hein. Ah Comme vous oui. les avez fait à la SOBAP, des gens qui souhaiteraient s'inspirer de ce qu'on fait en bioénergie pour une pratique personnelle ou parce qu'ils sont en thérapie par ailleurs ou pour savoir ce que c'est la bioénergie. Les ateliers sont ouverts. On a géré ça. On a fait 2 années, 2 saisons d'ateliers et dans lequel il y avait un mélange et ça se mariait très bien de mon expérience, puisque j'en ai fait plusieurs, hein. Amalia, tu en as fait, tu as assisté à ça, Isabelle, je ne sais pas si vous êtes venus à l'un ou l'autre. Et voilà, il y avait En effet, mais on les n'était gens que qui étaient en deux. formation à l'époque et on va dire, du grand public, en général intéressé évidemment, hein, qui sait déjà un petit peu de quoi il retourne, qui veut faire l'expérience, quoi, oui. C'est tout à fait gérable, ça. Ok. Bon, est-ce qu'on arrive à la fin de ce moment d'information et d'échange franco-belge? Franco-belge. Oui, tout à fait. Un petit mot de la fin, on se dit au revoir alors à tout le monde. Moi, je vous remercie et probablement je viendrai au week-end du 28-29 janvier alors. Ok, Avant de faire l'initiation et voir ça m'intéresse vraiment. Ok, super. Merci beaucoup. Je t'en prie, oui. Merci, merci. Au revoir tout le monde. Au revoir, Jocelyne. Et merci à tous.